Bonjour tout le monde et bienvenue dans votre nouvel épisode de Propulser vos affaires. Cette semaine, nous rencontrons une femme audacieuse, déterminée, au parcours sinueux mais inspirant. Son moteur d'action, donner à l'humain ce dont il a besoin pour mieux se comprendre et jouer optimalement son rôle tant professionnellement que personnellement. Elle est joviale, elle est généreuse, mais surtout dotée d'une grande attention envers les humains. Sa vaste expertise touche l'intelligence émotionnelle, le changement, tout autant que les relations toxiques et la surcharge mentale. Elle est conférencière internationale, formatrice, autrice de 3 livres. Veuillez accueillir mon amie, ma collègue, Maryse Audet. Maryse Audet, comment vas-tu? Je vais bien. Merci, Vincent, pour l'invitation. Ben, merci à toi d'être là. Je suis vraiment très content. Ça faisait plusieurs fois qu'on essayait de finalement se rejoindre et ça y est, c'est aujourd'hui que ça se Oui, passe. exactement. Merci d'être là, Maryse. Je parlais dans l'introduction de ton parcours sinueux mais inspirant. Pour les gens qui ne te connaissent pas, qui est Maryse Audet et effectivement, quel est ton parcours? Moi, je suis partie, je suis originaire de l'Abitibi, donc, mais plus maintenant. Là, maintenant, j'habite sur la rive sud de Montréal, mais je suis originaire de là. Et j'ai commencé à 28 ans. J'ai démarré mon entreprise déjà à cet âge-là. J'offrais des services de consultation en ressources humaines. Peu de temps après, j'ai commencé à donner des formations en entreprise et mon expertise et mes thématiques ont évolué autant avec le marché, mais autant avec la personne que je suis également. Donc, le fameux parcours sinueux, on ne rentrera pas dans les détails, en tout cas pas aujourd'hui, c'est sûr que derrière chaque auteur se cache un vécu. Hein. Donc, si on regarde les types de livres que j'ai écrits, on peut se douter que Maryse, elle a vécu peut-être bien des relations qui n'ont pas été faciles au niveau des affaires, que j'ai eu à me reconstruire, que j'ai eu à repartir à zéro aussi, que j'ai eu à transformer mes épreuves en force. Mais c'est ce parcours-là qui a été quand même assez, je vais oser le dire, souffrant, qui fait que je suis la femme d'aujourd'hui et que j'offre des formations et des conférences avec les thématiques comme aujourd'hui, puis que je peux guider puis aider les gens. Donc, c'est vraiment de par mon expérience. J'ai pas besoin de le détailler. Je pense que les gens le ressentent quand que je suis en présence de eux. Là. Et malgré ce parcours souffrant-là, Mm-hmm. ou grâce à ce parcours souffrant-là, tout dépendant de quel côté on le prend, si c'était à refaire, est-ce que tu ferais le même parcours ou il y a des Hey, choses? c'est drôle. Ben ça, je me suis posé la question il n'y a pas si longtemps. Tu sais, la petite vie tranquille que j'avais, c'était pas parfait, mais et là, toute cette ce parcours-là, et je vois où est-ce que c'est en train de m'amener aujourd'hui. Tu sais, j'ai donné une conférence en France la semaine passée. Tu sais, j'ai des belles relations d'affaires. Je suis bien entourée. Là, je prépare mon 4e livre. Et tu sais, je redonne beaucoup aussi aux gens. Puis là, je me suis dit, Maryse, si on t'avait dit, voici où est-ce que tu vas être dans 10-15 ans, mais tu dois traverser ça. Je ne le sais pas, Vincent. Si j'aurais pris le mandat. Oui, Je ne sais pas. Peut-être que j'aurais gardé ma petite vie tranquille, mais je n'aimerais pas dire ça parce que dans chaque changement se cache un trésor. C'est comme un lotus. Je me sens comme un lotus, finalement. Le lotus, il pousse dans la boîte, puis après ça, c'est bien beau. Fait que, oui, mais c'est drôle parce que je me suis posé cette question. Et c'est drôle que tu dises ça parce que souvent, ce que je veux dire, c'est que l'entrepreneuriat, pour bien des gens, vu de l'extérieur, c'est un long fleuve tranquille, c'est la réussite, bravo, félicitations, t'es bon. C'est pas ça pour aucun entrepreneur. Tous Non. les entrepreneurs ou les futurs entrepreneurs qui nous écoutent, ben, je pense qu'ils sont conscients, les futurs entrepreneurs, ben, soyez conscients que c'est pas un long fleuve tranquille. Et souvent, moi aussi, je me posais cette même question-là en me disant, si j'avais su par où j'ai passé pour me rendre où je suis aujourd'hui, est-ce que je l'aurais fait? Et probablement que si je l'avais su à l'avance, je ne me serais pas dirigé vers, comme tu l'as mentionné, pas dirigé vers ces enjeux-là, cette souffrance-là, ces difficultés-là, ces défis. Bref, mais Ouais. malgré tout, c'est tout ça qui a fait en sorte
qu'on est devenu la personne qu'on est aujourd'hui, l'entrepreneur qu'on est. Bref, donc c'est tout le temps, je vais prendre une expression anglophone, mais c'est un mixed feeling. On est toujours à quelque part entre, hey, on est content d'être passé à travers ça, mais si j'avais été capable d'en oublier quelques-unes, ça aurait été Oui, correct. c'est ça. Si on m'avait dit, gars, ça va être ça te tente-tu? Bon, peut-être pas. Mais bon, de toute façon, puis tu sais, je le dis aussi à des personnes, par exemple, qui vont avoir eu des relations très toxiques, très difficiles, avec de la violence, peu importe dans votre vie personnelle ou professionnelle, même en entreprise, si on a à gérer des cas lourds, des cas difficiles, c'est toujours transformateur. C'est nos meilleurs enseignants, qu'on le veuille ou non. C'est ce qui nous permet, tu sais, des fois, quand on est dedans, on ne veut pas entendre ça, puis on ne veut pas non plus croire que ça peut être possible parce que c'est la colère, c'est la haine, qui fait partie du processus aussi en passant, qui est tout à fait normal. Mais somme toute, il faut le voir comme des personnes qui viennent ils jouent un rôle, puis c'est des enseignements qu'on vient apprendre, puis on grandit et on évolue parce que, tu sais, personne va vouloir entamer des changements, des transformations quand ils sont assis confortablement sur le divan, là. Tu sais, c'est comme des fois, on a une petite push, puis... Non, la zone de confort, je dis souvent, l'humain est un être de changement, mais en même temps, il est bien dans son confort. On est des êtres qui sont un peu particuliers par rapport à tout ça. Donc, bref, on pourra parler de changement un tout petit peu plus tard, mais tu disais que déjà à 28 ans, tu étais entrepreneur, tu étais consultante. J'étais incorporée aussi, tu sais, je me suis incorporée en partage. J'avais rencontré un comptable qui m'avait expliqué, voici ce que, tu sais, qui m'avait même très incité, va t'incorporer, il m'avait fait des calculs, voici tes revenus, ce que tu vas sauver en impôts, blabla. Fait que moi, je suis partie avec ça, j'ai fait confiance, puis je dis, ben, OK, je suis capable, tu sais. Mais parce que, tu sais, partir à son compte, c'est quoi la petite fille de la BTB qui décide de partir à son compte? Y a-t-il un moment clé, un événement, un élément déclencheur qui a fait en sorte de dire, ah, moi, ben, c'est ça, c'est ressources humaines et c'est entrepreneuriat, c'est ce mix-là. Est-ce qu'il y a un moment clé à ce niveau-là? Ben, il y a surtout un événement déclencheur. J'étais à mon 2e congé de maternité. Et à ce moment-là, l'entreprise pour laquelle je travaillais me rend compte pour me dire, ben là, finalement, on abolit ton poste. Voici ton indemnité. Et on abolit ton poste pour garder ton remplaçant, finalement. Ça, c'est... Ah, c'est fun. mais je le dis aujourd'hui en riant parce que c'est ce qui a fait que j'ai dit, bon, ben OK, moi, je me lance. Ben, en fait, j'étais chanceuse parce que j'avais contacté quelqu'un que je connaissais, puis il m'avait dit, écoute, viens, je vais t'engager. Fait que j'ai déjà eu un premier client. Après ça, mon notaire, quand je suis allée faire tous mes papiers, m'a aussi pris pour un mandat. Fait que je dis, bon, ben, gars, c'est ça la voie que j'ai à suivre, j'y vais. Mais la beauté de mon histoire, c'est que 5 ans plus tard, j'ai recroisé mon ancien patron qui avait aboli mon poste dans un événement, dans un 5 à 7. Puis, il était venu me parler, puis il s'était excusé d'ailleurs d'avoir coupé mon poste, puis d'avoir fait ça de cette façon-là. Puis, il est devenu mon client. Oui, il est devenu mon client. Puis il avait embauché sa fille au niveau des ressources humaines. Fait que c'est sûr que moi, j'avais bâti le département à partir de zéro. Fait que j'avais été accompagner sa fille. Et là, le plus beau encore de mon histoire, il y a 2 semaines, j'étais au HALT à Brossard, je donnais une formation et il y a une jeune fille qui arrive dans la salle, elle dit, on se connaît, nous? Je dis, mais t'es qui? Elle a dit son nom. Je dis, ben, Colin, c'est la fille de l'ancien boss qui était là. Fait qu'on ne sait jamais hein, dans la vie qui qu'on recroise sur notre route. Donc, fait que malgré cet événement-là, encore là, cet événement-là qui peut paraître malheureux et dramatique, bien, c'est quand même ça qui m'a amené sur le chemin de l'entrepreneuriat. Puis mon histoire s'est quand même bien terminée avec mon ancien patron. Qui est devenu ton client par le Qui est devenu mon client, c'est ça. On l'a dit en entrée de jeu, tu en as parlé tout à l'heure, tu es l'autrice de 3 livres. J'aimerais ça qu'on prenne le temps. Ben, je vais les nommer, les 3 livres, et je vais me permettre de les lire. Excusez-moi de voir mon front très dégarni quand je me penche pour lire. Transformer vos épreuves en force, qui a été ton premier livre. Ensuite, les relations toxiques en amour et en affaires. Et créons le nouveau monde en affaires. Commençons par le premier. Transformer vos épreuves en force. J'allais dire pourquoi, mais évidemment, je pense que déjà tout ce que tu nous as dit nous a amené à bien comprendre que
c'est probablement à partir de ton parcours que tu as réussi à mettre au monde ce premier livre-là. Qu'est-ce qu'on apprend dans ce livre-là? Bien, en fait, moi, quand j'ai écrit ce livre-là, mon intention, c'était que justement, je voulais partager aux gens que malgré les difficultés qu'on traverse, chaque personne est habitée par une force insoupçonnée pour traverser ce qu'elle est en train de traverser. Parce que moi-même, j'étais certaine que je n'y arriverais pas. Tu sais, je quittais une association d'entreprise, je partais avec plus rien, là. Donc, et ça a été très, très, très difficile à ce moment-là, mais j'ai réalisé que justement, cette force-là qui m'habitait, qui était insoupçonnée aussi, m'a permis d'avancer, de me relever, puis de recontinuer encore là la femme d'affaires, tu sais, de reconnecter plutôt avec la femme d'affaires que j'étais et de continuer encore là à servir des clients, puis à développer des nouveaux produits, des nouveaux services plutôt. Donc, ce livre-là, c'était vraiment ça mon intention. Puis aussi d'amener les gens, bien, peut-être que c'est pas la vie qui t'amène des changements, mais peut-être que tu te crois ou tu te vois à la croisée des chemins, puis tu as peur de commettre, on en a parlé, c'était parents, là, faire des changements, là. Donc, pour te choisir toi, finalement, ça revient à ça, hein, tu sais, se choisir soi-même. Donc, c'était vraiment ça. Puis là, j'offre 7 clés dans mon livre qui permet aux gens, ben voici comment arriver à transformer ces épreuves-là en force ou comment arriver à choisir pour toi, mais qui va t'amener par la suite peut-être un bon, grand chambardement dans ta vie. Et ce livre-là, Vincent, est paru 3 semaines avant la pandémie, hein? Donc, petit hasard encore là. Donc, 3 semaines avant la pandémie, Transformez vos épreuves en force est sorti en librairie. Je parle souvent parce que, bon, je sais que toi et moi, parce qu'on se connaît, on a un peu la même vision du changement. Tu sais, on dit dans nos mots chacun que la véritable stabilité qu'on a en affaires, c'est le changement. Donc, pour toi, je pense que tu parles de changement permanent. Quand tu me parles de ça, ça me rappelle toujours que moi, je parle tout le temps qu'il y a 2 types de changements dans la vie. Tu as le changement désiré et tu as le changement imposé. Et la seule différence qu'il y a entre ces 2 changements-là, parce que le changement désiré, ben, c'est ce que tu veux, c'est un moteur d'action, tu veux changer des choses, tu embrasses ce changement-là. Mais quand le changement est imposé, là, par exemple, ah ben là, ça ne fait pas mon bonheur, et souvent on s'accroche à ce qu'on perd, au deuil, aux pertes de repères, etc. Et c'est souvent pour ça qu'on a de la difficulté à embrasser le changement. En bout de ligne, un changement, c'est un changement. C'est le même processus, c'est juste qu'il y en a un qui vient de nous, l'autre qui vient de l'extérieur. Puis même un changement désiré, Vincent, je me demande, tu sais, des fois, pour certains changements, c'est pas, tu sais, c'est qu'on t'impose par en arrière. Tu sais, c'est que si tu le fais pas, si tu prends pas action à faire ce changement-là, ben, tu vas être bien malheureuse ou tu vas vivre toutes sortes d'événements pour t'amener dans le chemin qu'il faut que tu prennes, là. Tu sais, ça a l'air un peu spirituel ce que je dis, mais je suis certaine que les gens qui nous écoutent, c'est sûr qu'ils ont déjà vécu ça dans leur vie, là. C'est certain, puis tu sais, je dis souvent ça, c'est que le changement, quand il est imposé, ben, il faut que tu trouves derrière ce changement-là les forces, transformer vos épreuves en force, les forces que tu peux avoir pour te transformer, effectivement, ou tout simplement les bénéfices que ça peut t'apporter. Garde, toi, prends l'exemple. Tu t'es fait remercier de ton travail et le bénéfice que tu as aujourd'hui, que tu es capable de voir, c'est que ben, ça t'a permis de devenir la femme d'affaires et l'entrepreneur que tu es. Exact. C'est toujours une question de perspective. C'est facile à dire qu'on n'est pas dans l'épreuve, je suis d'accord, mais des fois, c'est toujours de garder cette perspective-là. Et je recommande, je l'ai lu ton livre, évidemment, je le recommande à tous nos auditeurs, transformez vos épreuves en force. Le deuxième que tu as écrit, celui-là, les relations toxiques en amour et en affaires. Ouais. Je ne te demanderai pas quelle est la source. D'où ça vient. Se libérer du pervers narcissique, oui. Et en plus, c'est un livre qui m'a vraiment pas pris de temps à écrire. Et qu'est-ce qu'on apprend à travers ce livre-là? Bien, en fait, d'être en mesure de reconnaître une relation nocive dans laquelle on peut se trouver. C'est vraiment ça. Tu sais, combien de personnes qui m'ont écrit pour me dire « Hey, on dirait vraiment que tu décris mon ex. » C'est des gens autant de la Gaspésie, de Québec, qui se connaissent pas, qui m'écrivent ça, qui me l'ont dit aussi. Donc, c'est vraiment à reconnaître c'est quoi une relation nocive, c'est quoi une relation toxique.
Et c'est pas je suis pas psychologue, là, je veux bien le spécifier, mais justement, c'est en lisant le livre, la personne a un doute dans lequel elle peut se trouver, puis elle veut aussi trouver des moyens pour se sortir de ça. Bien, c'est sûr que les psychologues sont des très bons professionnels que je vous invite à aller consulter, qui vont vous aider à comprendre mais pourquoi vous êtes dans ce piège-là, puis comment vous en sortir, parce qu'on ne peut pas sortir d'une relation toxique, autant en amour et en affaires, comme on le ferait avec une autre relation équilibrée. Donc, et c'est souvent après la rupture que l'épreuve commence. Alors, on pense qu'on est dans l'épreuve, mais on l'est encore plus après. Donc, ça prend de l'accompagnement, ça prend des professionnels pour nous aider à comprendre, pour nous aider à voir clair, puis pour nous aider à réaliser, mais c'est ce que j'ai permis inconsciemment à ce piège-là. Donc, je le répète, là, si vous lisez le livre et vous dites, hey, je suis vraiment, moi, je considère que je suis dans une relation qui est nocive pour moi, allez consulter des professionnels. Ça peut être aussi SOS Violence qui vont vraiment vous guider, vous aider. Ça prend de l'accompagnement. Donc, qu'est-ce qu'on retrouve? Oui, dans le livre, je reviens à ça, c'est vraiment comment reconnaître des types de comportements qui peuvent être nuisibles, qui peuvent nous étouffer, qui peuvent nous éteindre aussi, hein, parce que la personne n'est plus elle, et des outils de comment s'en sortir. Je donne quelques outils, puis des stratégies de communication, surtout dans le domaine des entreprises, si on pense qu'on a un employé qui est plutôt toxique ou un associé qui est plutôt toxique, mais encore là, on ne le gère pas de la même façon. Ça prend un professionnel comme un avocat en droit du travail pour nous guider si c'est le temps de mettre fin à un contrat de travail ou mettre fin à un contrat d'association. Donc, c'est vraiment une boîte à outils pour reconnaître de quoi ça a l'air une relation sous emprise. C'est vraiment ça. Et je trouve important ce que tu dis, parce que des fois, on est dans une relation qui peut être nocive ou toxique, mais on n'est pas véritablement capable de l'identifier, que c'est nocif ou toxique pour nous. Donc, ton livre nous amène probablement à avoir, encore une fois, c'est le mot que j'utilise aujourd'hui, mais avoir une perspective différente, peut-être à mieux se comprendre, à mieux comprendre qu'est-ce que c'est une relation nocive, toxique ou quoi que ce soit. Et ça nous ouvre effectivement certains outils. Mais je pense que ton livre est une étape qui nous permet de faire un pas à l'avant et ensuite de réaliser probablement qu'on a besoin d'être accompagné ou qu'on a peut-être besoin de professionnels pour approfondir la démarche. Oui, puis tu sais, je sais qu'il y a des travailleurs sociaux qui ont recommandé mon livre aussi à des personnes qui consultaient parce qu'ils venaient de vivre une rupture ou qui sont. Puis avec ce type de personnes-là, donc ça peut être, tu sais, si on vient de quitter, puis qu'on a mal, puis qu'on on veut trouver des réponses, mais ça permet aussi de mettre des mots parce que moi, j'ai déjà une personne qui me dit, eh bien, moi, ton livre, ça m'a fait du bien parce que je pensais que c'était moi la folle. Je pensais que c'était moi qui avais un problème. Tu sais, quand on lit le livre, on se rend compte que non, c'est du transfert chez l'autre personne. Puis au niveau de l'entreprise aussi, là, tu sais, quand on est gestionnaire, puis on a à gérer, à encadrer ce type de personnes-là, ça peut venir tirer beaucoup d'énergie, puis ça vient tirer par le bas également nos projets qu'on essaie de mettre en place. Là. Donc, les projets et probablement l'équipe autour, parce que c'est sûr que ça fait des dommages collatéraux, une personne comme ça en entreprise. Et là, on le voit arriver au niveau de législatif, là, ça, on va y arriver plus tard, les nouvelles mesures du gouvernement avec le harcèlement psychologique, la violence à caractère sexuel. Bien, ça peut être ce type de personne-là qui est derrière ça, peut-être pas nécessairement, mais de savoir que ça existe, c'est important pour mieux repérer puis développer un radar aussi, là. Bien, allons-y tout de suite parce que là, tu as abordé le sujet, puis je pense que c'est un sujet délicat, mais qu'on ne peut plus ignorer. Le harcèlement psychologique et le harcèlement à caractère sexuel en milieu de travail. Bon, évidemment, on ne peut pas ignorer la vague MeToo qu'on a vécue et qui a fait énormément, exactement, qui a fait énormément de vagues. Et bravo, je trouve que c'est des choses qui devaient se faire. Mais c'est quoi le regard que tu portes sur le harcèlement actuellement au niveau, concentrons-nous peut-être plus au niveau milieu de travail. C'est quoi le regard que tu portes par rapport à ça? Ben, c'est sûr que je pense que, tu sais, l'harcèlement psychologique, là, c'est arrivé quand même dans la législation en 2004. Là, je ne sais pas si tu te souviens, là, Vincent, que les entreprises sont obligées de faire une politique et tout ça. Sauf que là, la différence, c'est que là, on oblige, on demande aux employeurs, là, tu prends ça en charge. Et non, parce que les recours sont plus facilitants au niveau des victimes pour la CNSST. C'est encore, je pense, un peu méconnu.
Tu sais, vraiment, c'est quoi le harcèlement psychologique, mais surtout les dommages que ça crée, tant chez les individus que dans notre entreprise, hein, parce que ça coûte cher des relations toxiques en entreprise. Mais ce qui est important aussi, c'est de faire la distinction entre un climat toxique puis le harcèlement psychologique. Donc là, on entend beaucoup le terme harcèlement psychologique. Là, ce qu'on va tout faire, et c'est un réflexe normal, c'est qu'on va attribuer tout comportement déviant d'un collègue dans le harcèlement psychologique. Alors que ce n'est pas forcément ça. Ça prend des critères précis, il y a une recette précise là, par la loi sur la loi des normes du travail. Ça prend 5 critères cumulatifs pour arriver à déterminer que c'est du harcèlement psychologique. Mais ce n'est pas parce que l'enquête ne dit pas que c'est du harcèlement que ce n'est pas toxique. Exact. Et le climat toxique, c'est avant aussi d'arriver à du harcèlement. Dans mon climat toxique, je peux avoir un cycle de violence qui s'est installé chez les collègues. Donc, ça peut être vraiment très nocif sans même que ce soit du harcèlement psychologique. Et d'ignorer justement des types de profils qui peuvent se retrouver dans notre organisation, bien, ça peut venir aussi teinter notre discernement, teinter notre jugement sur, dans le fond, c'est qui les responsables, puis qu'est-ce qui peut se passer dans mon entreprise, parce qu'on peut aussi avoir des personnes qui se disent victimes, puis qui ne sont pas les victimes, qui sont les bourreaux. Ouais. Donc, je pense qu'il y a beaucoup d'éducation à faire, tant au niveau des gestionnaires, au niveau des employés, mais c'est vraiment un sujet qui est nouveau, qui n'est pas nouveau, mais qu'on essaie de creuser de plus en plus et qui va prendre de plus en plus de l'ampleur, à ma connaissance, surtout au niveau légal, parce que le législateur le dit, c'est tolérance zéro maintenant dans les organisations. Donc, pour ça, l'entreprise, il faut qu'elle fasse beaucoup de prévention. Et les gens sont moins tolérants qu'avant. Donc, tu sais, de dénoncer une personne qui a des comportements plutôt abusifs ou à caractère sexuel, ça va arriver de plus en plus dans l'entreprise. Donc là, l'entreprise va avoir le choix de, ou bien je fais de la prévention, puis j'essaie de le gérer de manière le plus naturelle possible, ou les plaintes vont s'accumuler sur le bureau, puis là, ben, je vais passer mon temps, puis l'argent à réparer. À réparer, à réagir, et plutôt que d'essayer effectivement, en prévention, créer un climat ou une culture d'entreprise qui est favorable à tout ça. C'est un sujet, comme tu l'as dit, c'est pas un sujet qui est nouveau, mais c'est un sujet sur lequel je pense qu'on a mis davantage d'emphase les dernières années, et bravo, félicitations, parce que je pense que c'est important qu'on puisse le faire. Et j'aime un peu, je me permets de un peu paraphraser ce que tu viens de dire là, mais j'aime la façon dont tu présentes en disant que ça peut être un comportement déviant qui peut devenir une relation toxique, qui peut devenir un harcèlement. Il y a comme une évolution et une gradation à travers tout ça, et que malheureusement, il faut juste faire attention que le harcèlement, c'est pas un fourre-tout où on met tout dedans, parce qu'effectivement, une personne qui a un comportement toxique ou un comportement déviant ne fait pas nécessairement du harcèlement. Mais ça reste qu'il faut qu'on soit capable de démystifier tout ça. Exact. Et je pense que c'est ça qui est important actuellement, et c'est la raison pour laquelle on met autant d'attention, c'est d'être capable de bien démystifier tout ça pour, bref, avoir un climat favorable pour tout le monde. Mais c'est, puis restez à l'affût, parce que justement, on en a parlé tout à l'heure, que j'ai un prochain livre qui s'en vient, là. Alors, je ne donnerai pas plus de détails parce que j'en ai pas, mais ça va porter où je ne peux pas tout dire, mais c'est un sujet sur lequel que je vais traiter encore dans un prochain livre, mais qui va... Il y a un quatrième qui est en préparation. Je pense qu'il est assez chaud quand même, mais bon, je n'irai pas plus loin, j'en dirai pas plus. C'est ça, exactement. Mais je voudrais juste entendre sur une chose. Les gens qui nous écoutent actuellement, qui entendent parler d'harcèlement, puis on entend parler de ça, puis qui vivent peut-être, qui se demandent, tu sais, c'est-tu de la relation toxique? Ça serait quoi le premier conseil que tu donnerais aux gens pour mieux conjuguer avec tout ça actuellement? Mais déjà, si on pense qu'on peut être victime, peu importe la relation toxique ou du harcèlement, il y a des moyens qu'on peut aller se chercher avant même d'en parler à l'employeur. Donc, pour aller, moi, j'amène tout le temps les gens à se responsabiliser, à reprendre son pouvoir. Hein. Mon premier livre, là, c'est Transformer vos épreuves en force, mais le sous-titre, c'est 7 clés pour reprendre son pouvoir. Exact. Donc, comment reprendre mon propre pouvoir? Donc, encore là, j'amène beaucoup les gens à aller voir les ressources qui existent, le programme d'aide aux employés dans votre entreprise, le CLSC le plus près de chez vous. Il y a aussi un organe,
Québec 211. C'est un site web qui regroupe tous les OBNL selon votre problématique. Vous regardez, peu importe, là, ça peut être de la santé mentale, de l'anxiété, puis vous allez voir les organismes qui sont le plus près de chez vous. C'est vraiment intéressant comme site web. Fait que déjà, allez voir ou lisez aussi sur le sujet. Il n'y a pas juste mon livre, là, mais il y a d'autres livres. Je pense à Les manipulateurs sont parmi nous. Ouais. Renseignez-vous sur voici ce que je vis, mais comment, moi, comme personne, je peux arriver à prendre ma place. Je peux arriver à m'affirmer. Je peux arriver justement à guérir en moi ce qui permet cette intimidation-là, ce harcèlement-là, peu importe. Là. Donc, il y a des moyens et que je recommande très fortement, ne pas attendre à. Oui, quand on dénonce, c'est d'une étape, mais même avant, ne pas attendre que mon employeur peut venir me sauver. Non, c'est nous-mêmes qui avons le pouvoir de se sauver soi-même, finalement. Je résumerais, Maryse, en disant prendre action et se responsabiliser. C'est probablement la première chose à faire. Parce que si on reste dans le statut de victime, on reste la victime. On reste là. On n'a plus de levier, on n'a plus d'outils qui peuvent nous permettre de se transformer. Donc, c'est certain. Donc, deuxième livre, Les relations toxiques en amour et en affaires. Le troisième, Créons le nouveau monde en affaires. Ah, ça me... Honnêtement, on se connaît, tu le sais. J'ai acheté ton livre, je ne l'ai toujours pas lu, mais en coule pas, mais j'ai envie de t'entendre. Et pourquoi tu as écrit ce livre-là? Bien, quand j'ai fait justement ma formation en neurosciences, ça m'a beaucoup inspirée dans ce livre-là parce que je parle, oui, de changement, je parle d'intelligence émotionnelle, je parle des peurs qu'on peut ressentir en tant qu'individu puis aussi dans notre organisation. Donc, parce que je pense que notre monde actuellement est en profond changement. Là. Ouais. Si on regarde tout ça, depuis la pandémie, là, on regarde tout ce qui se passe en accéléré. Puis on regarde même les gens aussi changer puis évoluer. Donc, décidément, l'entreprise aussi va changer. Fait que c'est peut-être là que j'ai eu une inspiration à un moment donné de dire « Créons le nouveau monde en affaires ». Je ne sais pas comment c'est arrivé le titre exactement. Mais c'est vraiment que j'amène des concepts. Encore là, autant si on est gestionnaire ou employé ou entrepreneur, comment moi je peux me responsabiliser à travers tous ces changements-là qui se passent à l'extérieur de moi, mieux comprendre le cerveau aussi. Donc, c'est vraiment, si je fais un gros résumé du livre, c'est ça. Tu dis qu'il y a une urgence d'agir. Ouais. Tu dis vraiment, tu utilises ces mots-là qui sont quand même assez puissants quand on dit on a une urgence d'agir. Ouais. Pourquoi tu ressens cette urgence-là? Bien là, c'est sûr que moi, déjà, je suis beaucoup dans l'urgence. Fait que là, mais mettons, si on regarde le monde qui est en transformation, moi, je me dis, on arrive vraiment, tu sais, ça passe ou ça casse. Okay. Tu sais, je regarde, moi, là, mon vécu là, de femme dans ma vie personnelle, de femme en tant que professionnelle. Si j'avais pas eu le courage, mais aussi cette urgence-là de dire hey, j'avance et je ne reste pas là-dedans, bien peut-être que je serais restée plus au même niveau plus longtemps. Ouais. Tu sais, l'urgence d'agir, c'est parce que tout ce qui se passe, ça n'attend pas, c'est un après l'autre. Puis c'est un petit peu ça, c'est ce que je dis aux entreprises quand que je parle avec elles. Tu sais, l'extérieur, il ne changera pas. Là. Toute la vitesse à laquelle qu'on va, il ne faut pas s'attendre que ça arrête ou que ça cesse pour dire hey, là, je vais prendre soin de moi ou je vais apporter des changements. Donc, c'est là. Moi, je suis vraiment dans, je pense, ça passe ou ça casse. Fait qu'au bien, on change puis on évolue, ou bien la vie s'occupera bien du reste. Ça m'amène à bifurquer parce que, tu sais, bon, je suis d'accord avec toi. Je pense que le monde des affaires est en perpétuel changement. On l'a mentionné tout à l'heure. Je pense qu'il y a des choses qu'on doit changer. Ne serait-ce que ce qu'on vient de parler au niveau du harcèlement psychologique. Mais depuis quelques années également, on entend énormément parler de santé mentale, de surcharge mentale qui vient effectivement
comme un nouveau défi et un nouvel enjeu. Pourtant, ça a toujours existé. Mais on dirait que maintenant, on est plus en mesure de le reconnaître. Et encore une fois, bravo. Mais ça amène des enjeux, ça amène des défis supplémentaires. Et pour certaines personnes, bien évidemment, ça amène une certaine surcharge mentale, comme on en discutait. Qu'est-ce qu'on fait avec ça? Ouais, je reviens, hein, je le dis, comment ça va vite, puis les changements ou les demandes, il ne faut pas attendre que ça ralentisse, il ne faut pas attendre après l'extérieur. Ouais. Et ça revient à prendre du temps pour soi. Ouais. Puis c'est nous-mêmes s'obliger à ralentir. Et ça aussi, c'est un défi quand on est entrepreneur parce que nos limites, on ne les connaît peut-être pas toujours. Puis exact. On est un petit peu, ben pas un petit peu, on est beaucoup dans l'inspiration et passionné. Fait que ça nous maintient encore plus que là-dedans. Mais c'est sûr que la surcharge mentale, c'est d'apprendre à ralentir, regarder son environnement autour de soi. J'ai-tu des gens qui sont en train de me tirer vers le bas? Est-ce que je vis des relations toxiques? Parce que ça gruge énormément, ça ajoute une surcharge mentale. Et il y a plusieurs personnes que j'ai connues qui se sont retrouvées en dépression aussi à cause, ou qui l'ont été pendant des dizaines d'années, peut-être même 20 ans, sans même savoir qu'il pouvait avoir une personne à côté d'elle qui lui soutirait de l'énergie. Donc, analyser son environnement parce que la surcharge mentale, ça peut être ça aussi. Prendre soin de soi, prendre du temps pour soi, de reconnecter avec qu'est-ce qu'on aime faire, que ce soit de la randonnée, que ce soit de la peinture, du jardinage, peu importe, de se permettre des petits moments comme ça. Pas obligé d'être à tous les jours, mais des petits moments. Donc, et oui, la fameuse méditation, là, il y a des études scientifiques qui le démontrent. Fait que c'est vraiment puis même, tu sais, je lisais le livre de James Doty, là, Mind Magic, qui, lui, c'est un neurochirurgien. Puis ce qu'il dit, c'est même pour aider à modifier des structures de notre cerveau, il faut arriver à calmer son système. Ouais. Donc, et on a, ben, je pense, le plus autant que possible, on n'a pas le choix d'arriver à, là, je dois me recentrer, ce soit 5 minutes par soir pour aller me détendre, pour aller me recentrer pendant que je vis tout ce qui se passe autour de moi, là. Je dis souvent la même chose, tu sais, dans mes coachings avec les entrepreneurs ou avec les gestionnaires, cette rapidité-là qu'on parle depuis le début de l'entrevue, qui est partout, est vraiment omniprésente au niveau du monde des affaires. Et je trouve que l'humain que nous sommes, on a développé un mauvais réflexe. C'est-à-dire que quand ça va vite, on accélère. Mm-hmm. Et parce qu'on a trop de choses à faire et on accélère, mais à un moment donné, cette accélération-là, elle a une limite. Et souvent, je dis aux gens, arrêtez, mettez les pieds sur le frein, prenez un certain recul, essayez de regarder un tout petit peu plus loin, parce que sinon, on a toujours le nez collé sur l'arbre, on est juste en réactivité, qui nous amène effectivement à avoir plein de choses dans la tête, qui nous amène à avoir une certaine surcharge mentale. Et ça c'est sans compter les relations toxiques, les comportements déviants. Juste nous avec nous dans notre capacité à faire le travail qu'on a à faire. Fait que si on ajoute tout le reste, c'est sûr qu'à un moment donné, ben, ça devient difficile à gérer. Donc, si on ne se trouve pas des moments de réflexion, des moments de soupape, des moments de recul, tout ce que tu as nommé, la marche, la méditation, le jardinage, peu importe, si on n'est pas capable de se prendre ces petits moments-là pour laisser le cerveau un tout petit peu se reposer, c'est sûr qu'à un moment donné, ben, ça nous amène à ça peut nous rattraper, exactement. Puis, on le voit, là, toute l'intelligence artificielle là, qui arrive de plus en plus dans nos vies, dans nos entreprises, puis ça va que s'accentuer. Ouais. Et ça aussi, là, ça va prendre plus de temps, ça va aller plus vite, mais on va être capable justement d'en gérer plus. Et là, ça va nous obliger à dire, OK, j'ai encore moins le choix de... Juste pour te confirmer à quel point ça va vite. Le taux d'adhésion de l'intelligence artificielle, si on le compare avec le taux d'adhésion dans la population d'Internet. Aujourd'hui, Internet, ben, juste nous aujourd'hui, si on n'avait pas Internet, on ne serait pas capable de se parler. Et Internet est devenu un outil indispensable. C'est un service maintenant indispensable. Mais ça reste que Internet a un peu plus de 10 ans seulement, là.
20 Non, ans, plus que ça. 20 ans, Non, excuse-moi. c'est ça, c'est un peu plus que ça. Moi, c'est arrivé, là, En 93, OK? c'est En ça, c'est au 93, secondaire. à peu près que Internet était là. Le 10 ans, je t'explique pourquoi j'avais 10 ans en tête. Parce que l'intelligence artificielle est actuellement en croissance 10 fois plus rapidement qu'Internet Internet. dans les récentes études. Donc, je vais recommencer parce que je me suis un peu mêlé dans tout ce que j'ai dit. Internet, depuis son temps, depuis à peu près 93 qui est arrivé, on est en 2024, donc ça nous fait à peu près 30 ans. Mais la capacité que l'intelligence artificielle a maintenant d'entrer, c'est 10 fois plus rapide. Donc, on devrait avoir cette intelligence artificielle-là beaucoup plus présente dans nos vies à court et moyen terme. Puis elle va évoluer encore de plus en plus, là, Oui. avec le temps. Donc, puis il y a beaucoup de postes d'ailleurs qui vont disparaître dans les prochains 10 ans, là, qui sont là aujourd'hui puis qui vont disparaître ou qui vont être transformés carrément. Complètement, complètement. Alors, celui-ci, c'était Créons le nouveau monde en affaires. Et là, il y en a un quatrième qu'on ne peut pas parler, mais on sait qu'il y en a un quatrième qui s'en vient éventuellement. Exactement. Tu sauras nous en parler. Et pour ceux que ça peut intéresser, ben, j'invite à aller suivre Marie sur les réseaux sociaux. Mais avant de te laisser aller, j'ai envie de te poser une question. Je la pose souvent, mais j'aime avoir cette réponse-là. C'est quoi pour toi, Maryse, le succès ou la réussite? Eh mon Dieu! En fait, c'est faire ce qu'on aime. Ça, c'est une grande réussite en soi. Et non seulement atteindre les objectifs organisationnels ou les objectifs qu'on s'est fixés, mais en même temps, je dirais, c'est l'équilibre aussi avec comment je sers l'autre. Tu sais, je suis au service tout en répondant aux objectifs. Je dirais que ça sera un bel équilibre entre ça, puis évidemment, de se sentir sur son X, se sentir pleinement épanoui, ça fait partie aussi du succès. Donc, ça ne se mesure pas seulement qu'avec l'argent et les objectifs atteints, mais, puis tu sais, je dirais, ça en fait partie, on est dans le domaine des affaires, là. Donc, Exactement. les objectifs financiers sont là, puis c'est correct. Mais comment j'arrive à être aussi au service de l'autre qui me permet encore plus d'atteindre mes objectifs financiers? Puis cet équilibre-là, puis se sentir vraiment sur son X, je pense que c'est tout ça que je définirais dans le succès, puis d'être bien entouré, évidemment. Merci, j'adore ça. On termine avec 2 ou 3 conseils, Maryse, 2 ou 3 conseils qui, pour toi, sont incontournables pour bien réussir une affaire, pour propulser nos affaires, pour être justement sur la voie du succès et de la réussite, dépendamment de qui on est ou de qu'est-ce que l'on fait. Quels seraient ces 2 ou 3 conseils que tu donnerais aux gens qui nous écoutent? Bien, le premier, je dirais d'être, surtout en termes avec tout le nouveau législatif, le harcèlement et tout, là, d'être beaucoup dans la prévention d'un climat nocif qu'on peut retrouver dans notre organisation. Donc, d'aller s'outiller de plus en plus sur c'est quoi un climat toxique, le cycle de violence et tout. Premier conseil. Deuxième conseil, prendre du temps pour soi, se reconnecter avec ce qu'on aime, nos passions. Tu sais, je donne la formation Ikigai, comment trouver son X, puis j'ai déjà une participante qui, à la fin de la formation, elle était vraiment en pleurs, puis elle me disait, moi, là, je viens de réaliser que je ne sais plus c'est quoi mes passions, parce que ça fait 8 ans que je consacre ma vie à ma famille puis à ma carrière, là. Donc, se reconnecter avec ses passions, de l'inclure un petit peu plus par semaine. Et troisième conseil, j'ai dit c'est être bien entouré. Revoyer son environnement, puis travailler sur soi, là, ça va ensemble. Je résume ça. Premièrement, premier conseil, on parle de prévention. Donc, prendre le temps de bien s'outiller, de bien comprendre que le nouveau monde des affaires, créons ce nouveau monde des affaires-là, évidemment, il y a des enjeux, comme on mentionnait, avec les nouvelles législations qui s'en viennent, d'harcèlement ou quoi que ce soit. Donc, entrons plus dans la prévention que la réaction. Le deuxième, reconnecter avec soi, reconnecter avec ses passions. Donc, encore une fois, être capable de se reconnaître à travers tout ça pour mieux utiliser nos forces, disons cela comme ça.
Et troisièmement, savoir bien s'entourer. Je me plais toujours à dire qu'on est la moyenne des 5 personnes qui nous entourent. Donc, soyons conscients de qui nous entoure. Est-ce que ces gens-là nous poussent vers le haut ou nous tirent vers le bas? Ça vaut la peine de prendre le temps, tu disais un peu plus tôt, de prendre le temps de regarder notre environnement autour de nous. Et je pense que par moment, on ne le fait pas assez souvent et ça vaut la peine de le faire. Oui, puis c'est dans notre vie personnelle, mais dans notre organisation aussi, c'est important. Puis c'est Ouais. d'intervenir auprès de ces personnes-là aussi, là. Oui. Alors, le courage managérial, là. Oui, et des fois, c'est juste des amis ou des personnes qui sont autour de nous qui, des fois, ben, on a peut-être un petit réalignement à faire, une petite discussion pour dire, mais regarde, quand je te parle de telle chose, j'ai l'impression que tu es souvent négatif. Est-ce qu'on peut changer ce comportement-là parce que c'est pas agréable? Ben, ça aussi, ça demande un certain courage qui n'est pas managérial, qui est relationnel, mais on a besoin de ce courage-là à quelque part. Donc, bon, bref. Maryse, on pourrait parler longtemps, tu le sais, on pourrait... Oui, on parle déjà beaucoup longtemps, toi et moi, à chaque fois, alors... Maryse, j'aimerais terminer en disant également que tu es une experte invitée au niveau du Journal des Affaires, donc on peut te lire régulièrement et périodiquement dans le Journal des Affaires. Oui, à tous les mois. À tous les mois dans le Journal des Affaires. On peut aussi t'entendre au 103.3 de Longueuil, la radio de Longueuil, avec des chroniques à quelle fréquence cette fois-là? À toutes les semaines. À toutes les semaines. À toutes les semaines, et elles sont disponibles en format balado ou même sur le site du FM 103.3. Si vous allez section balado affaires, là, vous allez me trouver. Créera le nouveau monde en affaires, d'ailleurs. C'est la thématique. La thématique. Et oui, plusieurs de... pas toutes, là, parce que, comme je le disais, je suis dans ma 3e année, mais du moins dans les derniers mois, les chroniques sont là, sont disponibles. Et si les gens veulent soit se procurer tes livres, communiquer avec toi, avoir des informations sur tes conférences, sur tes formations, qu'est-ce que l'on fait? Mais mon site web, marisaudet.com, facile à retenir. Oui. Et c'est sûr, mes livres sont disponibles dans toutes les librairies au Québec. Bibliothèques. Et bientôt, un 4e. Et à suivre. Allez me suivre sur les réseaux sociaux. Maryse, un immense merci. Vraiment, merci infiniment. Merci Vincent, ça fait plaisir. Au grand plaisir. Puis pour vous qui nous écoutez, ben, je vous dis merci d'avoir été là. Si vous avez apprécié, n'hésitez pas à mettre des commentaires. Si vous avez aimé ce que vous avez entendu de Maryse ou encore vous avez des exemples, n'hésitez pas à les mettre. On adore vous lire. J'adore prendre le temps de vous lire. Et si jamais vous avez apprécié, n'hésitez pas à partager. Ce serait un grand bonheur. Alors, c'était Vincent, votre optimisateur de performance qui vous dit ciao tout le monde. On se donne rendez-vous la semaine prochaine. Bye.